juste insister sur deux points. Le premier, c'est que si l'opinion publique est aujourd'hui ce qu'elle est, il ne faut pas oublier que l'ONU est présente depuis pratiquement 1948 en Palestine, qu'il y a des milliers et des milliers de soldats qui sont passés là-bas, comme j'y suis passé moi-même avec mon bataillon français, et que quelle que soit la nationalité, ces gens sont généralement arrivés en Palestine avec un petit a priori favorable à Israël parce que ils avaient été bercés par les histoires du désert qui fleurit, de Moshe Dayan qui gagne des batailles rapidement, de l'Exodus, c'est l'histoire de l'Exodus aussi. Bon, tous ces films-là avaient joué un rôle dans notre perception des choses et tous, autant que nous sommes, lorsque nous sommes arrivés là-bas, et j'ai passé 2 ans là-bas, en 2 séjours, à 2 périodes différentes, en 89 et en 92, mais à chaque fois que j'y suis passé, j'ai constaté que les opinions autour de moi, quelle que soit la nationalité, avaient changé complètement entre l'arrivée en Palestine et le départ de Palestine. C'est-à-dire que des gens qui étaient plutôt favorables à Israël en arrivant, juste en ouvrant leurs yeux et leurs oreilles, finissaient par se dire mais on s'est complètement planté. C'est-à-dire on nous a raconté de belles histoires, mais ce n'est pas ce qui se passe du tout sur le terrain. Et on a pu voir donc depuis longtemps la maltraitance qui était appliquée aux Palestiniens. Moi, j'ai personnellement visité, dans le cadre de mes fonctions, j'ai visité quasiment tous les camps palestiniens de la région, et j'avoue que j'ai toujours reçu un accueil extraordinaire de la part de ces gens qui n'avaient rien, qui étaient nés en prison, qui allaient se marier en prison et qui allaient mourir dans des prisons en ciel ouvert. Et j'ai trouvé que l'accueil était finalement nettement plus chaleureux par ces gens démunis de tout, plutôt que du côté israélien, où j'ai pu constater, là encore, dans le cadre de mes fonctions, les maltraitances appliquées quotidiennement aux Palestiniens. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est pourquoi Israël se permet ce qu'il se permet aujourd'hui, malgré la réprobation de l'opinion publique internationale qui se manifeste aujourd'hui. Eh bien, je pense tout simplement, c'est parce que Israël est parvenu au fil du temps à prendre le contrôle quasiment de l'administration états-unienne au fil du temps, depuis 1948, ils ont commencé petits, il y a eu la naissance après des néoconservateurs, et petit à petit, ils se sont infiltrés à tous les niveaux de la hiérarchie, au point aujourd'hui d'avoir au sein de l'administration, et ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai vu dans la Virtual Jewish Library, ils ont un nombre de gens au poste clé qui n'a jamais été atteint au cours de l'histoire des États-Unis et de la relation États-Unis-Israël. Ils ont un nombre de personnalités de la communauté juive et hélas souvent néoconservatrices. Alors je vais citer les postes clés. Dans l'ordre hiérarchique, si vous voulez, dans les 5 premiers, il y en a 4 qui sont liés de très très près à Israël, 4 sur 5. La vice-présidente Kamala Harris est mariée à un juif. Bon, Anthony Blinken, qui est le numéro 3 derrière Biden, donc Biden, Kamala Harris, Anthony Blinken est lui aussi membre de la communauté. Et ses adjoints, d'ailleurs, au cas où il lui arriverait malheur, le sont aussi. Je veux parler de Wendy Sherman ou de la numéro 3 aussi, Victoria Nuland. Donc, au sein du département d'État, ils tiennent la boutique, ils tiennent la politique étrangère américaine, mais ils tiennent aussi le personnage numéro 4 dans l'ordre hiérarchique des États-Unis, qui est Janet Yellen, la secrétaire au Trésor. La secrétaire au Trésor est aussi membre de la communauté et c'est elle qui concocte les sanctions
contre tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec la politique, enfin, qui s'opposerait à Israël, on va dire, hein, pour être simple, c'est-à-dire qu'il s'opposerait à la politique américaine. Ensuite, on ne s'arrête pas là, on regarde le secrétaire à la justice, qui s'appelle Merrick Garland, qui est lui aussi un néoconservateur pur et dur et membre de la même communauté. Donc, il tient, lui, la justice, le FBI, c'est lui qui va mettre des bâtons dans les roues au candidat Trump pour essayer de favoriser l'équipe qui est toujours aujourd'hui en place. Et puis derrière, il y a encore le secrétaire à l'intérieur qui aussi fait partie. Donc, si vous voulez, quand vous regardez les personnages clés, il y en a 50 aujourd'hui dans l'administration Biden. Jamais il y a eu 50 personnalités de haut niveau, hein, toutes de haut niveau, à ce niveau dans l'administration US. Donc on atteint une situation qui est telle qu'on peut dire aujourd'hui, moi je le dis, hein, à qui veut l'entendre, que les États-Unis sont devenus, bon an, mal an, un proxy d'Israël. C'est-à-dire qu'ils font ce que Israël leur demande de faire. Les élus américains, les élus américains se lèvent et ovationnent Benjamin Netanyahou quand il vient au Congrès. Même si le président n'était pas d'accord, hein, on se souvient en 2016 de Obama refusant que Netanyahou vienne au Congrès. Netanyahou est venu au Congrès, il a reçu une ovation debout pendant un quart d'heure. Et le lendemain, Thomas Friedman, qui est un chroniqueur, un journaliste même de très haut niveau du New York Times, a écrit dans le New York Times, il faut que Netanyahou se rende compte que si il a été ovationné au Congrès pendant un quart d'heure, ovation debout, ce n'est pas pour sa politique ou parce qu'il est bon, c'est uniquement que cette ovation a été, et je cite, achetée et payée par le lobby pro-Israël. En clair, Israël tient l'administration, mais tient aussi le Congrès. C'est Israël qui fait élire ou qui, par l'intermédiaire, bien sûr, de sa diaspora états-unienne, c'est-à-dire de l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, le lobby le plus puissant des États-Unis, c'est Israël qui tient non seulement l'administration, mais également le Congrès. Parce que si un membre du Congrès se permet quelque chose de désagréable envers Israël, il aura à la prochaine élection un concurrent qui sera financé au plus haut niveau par la diaspora, les milliardaires de la diaspora américaine liés à l'AIPAC, et il aura des chances d'être élu très faibles. Donc, quand vous tenez les États-Unis, finalement, vous tenez le monde. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Israël se permet ce qu'il se permet à Gaza parce qu'il sait que les États-Unis se tairont. Les politiques américains ont presque peur d'Israël, peur pour leurs élections à venir, et donc ils cèdent, ils se prosternent aux pieds d'Israël, et on le voit d'ailleurs chaque année au congrès annuel de l'AIPAC à New York, où on voit se presser tous les politiques américains, mais pas que les politiques américains, on voit aussi des Européens aller se prosterner auprès du pape qui n'est autre généralement que Benjamin Netanyahou. Donc, on comprend pourquoi les leaders politiques néoconservateurs, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, en Union européenne, ont la position qu'ils ont. Alors, ils sont bien sûr en difficulté parce que leur opinion publique ne les suit pas sur ce sujet et que l'opinion publique est majoritairement pro-palestinienne, mais pour l'instant, ça tient. Et tant que ça tiendra, Netanyahou continuera. Netanyahou et surtout son gouvernement. Parce que là encore, je ne reproche pas au pays tout entier et à la population israélienne tout entière. Il y a beaucoup de justes aussi en Israël qui ne pensent pas comme le gouvernement. Et moi, ce que je vois, c'est que la gouvernance actuelle est une gouvernance extrémiste, nazie, on va dire,
avec les Smotrich, les Netanyahou, les Galants au ministère de la Défense. Hein, ces gens-là sont des fous furieux, hein, et qui n'ont rien à envier aux nazis de la Deuxième Guerre mondiale, au plan des comportements et de l'idéologie sioniste. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un peu fort, mais bon, c'est un point de vue que j'exprime, mais bon, je l'exprime avec mes tripes. Hein, donc, avec peut-être un peu d'emportement, parce que je suis en colère, hein, comme l'a dit Tariq et comme je pense, Jacob, hein, je suis en colère de voir ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Bien.